En 2012, il y a un pic de criminalité de Bitcoin, ou de Bitcoin dans le crime, qui est une maladie infantile classique. Il est essentiel de comprendre encore aujourd'hui, si aujourd'hui vous découvrez Bitcoin, c'est que ça marche. Peut-être que ça vous plaît pas, peut-être que ça ne vous rend pas service, peut-être que ça heurte vos intérêts, mais ça marche. Je pense que Bitcoin est une forme de souveraineté. Par rapport au truc qu'on prend dans les dents régulièrement, seuls les États font de la monnaie, or Bitcoin n'est pas fait par un État, donc Bitcoin n'est pas une monnaie. Je réponds, seuls les États font de la monnaie, or Bitcoin est une monnaie, donc Bitcoin est l'émergence d'une forme de souveraineté nouvelle dans un espace nouveau. Il y a des gens qui ont mis dans le Bitcoin petite monnaie. D'abord, c'est raisonnable. On vous dit toujours, si j'avais su, en 2009, j'aurais mis tout moi. Ridicule. Et de toute façon, si vous l'aviez fait, en 2014, vous les auriez vendus à 300, 400 à 1000 000 euros, ouais. en laissant entendre à votre beau-frère que vous n'aviez pas besoin de travailler comme un bœuf comme lui pour être le roi du pétrole. Je connais des tonnes de gens qui avouent avoir vendu du Bitcoin à 10 000 pour se payer telle ou telle chose. Le gars qui a acheté les pizzas pour 10 000 Bitcoin, voilà, il les a revendus pour acheter un ordinateur, il était très content. Donc voilà, il ne faut pas fantasmer non plus. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Comprendre Bitcoin. Je suis Alexandre Roubaud, cofondateur et CEO de Bitstack, la première application en France qui permet d'épargner et investir en Bitcoin sans aucun effort. Dans cet épisode, également disponible à l'écoute en podcast sur toutes les plateformes, nous allons explorer ce que signifie réellement vivre avec Bitcoin. Pour l'occasion, nous avons l'honneur d'accueillir Jacques Favier. Jacques Favier est une figure incontournable dans le monde du Bitcoin, historien de formation, normalien et agrégé d'histoire. Il est passionné par l'histoire des monnaies parallèles. Et après une carrière dans la banque et l'investissement en capital, il a découvert Bitcoin et s'est y consacré. Auteur spécialisé, Jacques publie notamment sur le blog La Voix du Bitcoin et a écrit plusieurs ouvrages sur Bitcoin, dont Bitcoin, la monnaie acéphale, avec Adli Takal-Bataille. En plus de son travail d'écriture, Jacques joue un rôle clé dans le développement et dans l'écosystème de Bitcoin, puisqu'il a notamment cofondé l'association Le Cercle du Coin ou du Coin, qui a pour but de réunir des personnes qui souhaitent échanger et s'entraider autour du sujet du Bitcoin. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment Bitcoin a évolué d'une niche technologique à un phénomène mondial, comment Bitcoin permet de résister à la censure et comment il permet aux individus de reprendre le contrôle de leur argent et d'atteindre une souveraineté financière. Nous discuterons également de l'avenir de Bitcoin en tant que monnaie à grande échelle. Jacques, merci d'avoir accepté l'invitation et bienvenue sur Comprendre Bitcoin. Bonjour. Est-ce qu'on peut démarrer avec une présentation? Est-ce que vous pouvez vous présenter, vous et votre parcours? Alors, on va faire très synthétique en disant j'ai 10 ans, comme ça donne à la fois l'âge et le tempo de la rencontre avec Bitcoin, qui s'est faite fin 2013 dans l'ignorance réciproque, puisque Bitcoin ne m'a pas dit « achète-moi » et que moi je ne lui ai pas porté plus d'attention que ça. Et à partir de 2014, progressivement, je m'y suis consacré. Alors je dis toujours que j'ai eu de la chance, ça baissait. Et c'est un conseil qu'on pourra renouveler. Ne vous y intéressez pas pour le moment parce que ça monte et que ça affecte vos affects. Attendez un moment où ça baisse bien, vous pouvez réfléchir tranquillement, surtout si à ce moment-là vous n'en avez pas. Ce qui était mon cas. Et est-ce que vous dites que vous êtes tombé sur Bitcoin, c'est quoi qui, enfin vous en avez entendu parler ou autre, qu'est-ce qui a attisé votre curiosité ou votre intérêt pour Bitcoin? Alors très bêtement le cours, puisque la première fois il valait valait le prix. Non, la première fois il valait 1 euro, la seconde fois il en valait 30 et la troisième fois il en valait 1000. J'avais du temps à perdre à ce moment-là puisque j'avais repris ma liberté professionnellement et donc je me suis dit il faut peut-être quand même regarder ce que c'est pas. Et j'ai commencé à lire le white paper. Et puis, ce qui traînait déjà un petit peu sur Internet, sur Wikipédia, parce que beaucoup des notions qui étaient mises en œuvre m'étaient relativement étrangères. Moi, je suis de culture littéraire, historienne et pratique financière classique. Donc, je ramais un peu, mais comme je viens de le dire, ça baissait. Donc, je n'étais pas pressé de me dire quel jour je vais en acheter, plus ça baissait. Et plus ça baissait, plus je lisais, plus je trouvais ça intéressant. Après, très rapidement aussi, j'avais une pratique antérieure, vous l'avez dit, qui était de l'investissement en capital. Mais l'investissement en capital, ça consiste à regarder des business plans, à ne pas les croire et à aller rencontrer les entrepreneurs pour voir s'ils sont plus ou moins crédibles. Donc j'ai fait ce que je savais faire, c'est aller rencontrer des gens. Très tôt, j'ai rencontré Éric Larchevêque, Karl Chappé, Marco, Adli, etc. Et j'ai trouvé que ces gens étaient tous intéressants, mais tous différents, d'où l'idée aussi de dire, si c'est une monnaie,
Ça peut pas être une monnaie pour les pauvres, ou une monnaie pour les riches, ou une monnaie pour les gens de droite, ou une monnaie pour les gens de gauche. Voilà, si c'est une monnaie, c'est un bien commun, et donc il faut créer du commun. D'où très rapidement cette initiative prise au départ avec Adli et Karl, et que je maintiens aujourd'hui seul parce que ça s'est fait comme ça, parce que les autres sont occupés, qui est de réunir des gens aussi différents que possible autour d'un sujet qui peut intéresser tout le monde, avec une accroche qui ne sera pas la même selon que vous êtes mathématicien, financier, gangster, policier, juge de paix, professeur, étudiant, etc. Et d'ailleurs, c'est ça la beauté de Bitcoin, c'est que tout le monde y trouve un intérêt potentiellement différent. Tout le monde peut. Il y a des gens qui restent... Alors moi, je m'illustre en disant... avant chaque Noël, il y a sur Twitter comment expliquer Bitcoin au repas de Noël. Je dis, n'en parlez pas, si ça embête votre famille, n'en parlez pas. C'est pour tout le monde, mais on va pas le faire rentrer comme la soupe dans bébé, la petite cuillère. Ça prend le temps que ça prend. Absolument. Alors, en parlant de temps, ça fait le pont sur... J'avais donné un petit rappel en disant la Bitcoin a été créée, ou en tout cas a commencé à être adoptée en 2009. Au début, il y avait un collectif, ou même, d'ailleurs, avant la création de Bitcoin, il y avait... En 2009, ils sont quelques dizaines. Hein. Oui, on parle d'une poignée de personnes. Mais même avant la création de Bitcoin, on avait un collectif qui est les cypherpunks, qui s'intéressait à tout ce qui était liberté individuelle, souveraineté numérique. Plus des gangsters. Plus des gangsters. Ce qui a attiré beaucoup de gens. Parce que, pas seulement des gangsters, beaucoup de gens avoueront, ou pas, avoir pensé, si ça marche pour les gangsters, c'est que ça marche. C'est ce qui est vrai. Voilà. Et moi, j'ai dit plusieurs fois, il est dans la nature des choses que les innovations de rupture intéressent prioritairement les voleurs, les gendarmes et les militaires. Je donne l'exemple de la voiture. De Dion Bouton, avec laquelle la bande à Bono a fait un casse à la Société Générale, pas très loin d'ici d'ailleurs, c'est 1911. Le recours au taxi de la Marne par le général Gallieni, c'est 1914. Les congés-payes en bicyclette, c'est en 1936, et la voiture pour papa-maman, c'est dans les années 50. Mais le passage par les gangsters est pratiquement une validation. Donc ça, 2012, on en a parlé avec Adli Takalbataï dans le Bitcoin, la monnaie acéphale, il y a un pic de criminalité de Bitcoin ou de Bitcoin dans le crime, qui est une maladie infantile classique. Mais ça a aidé certains à prendre conscience du fait qu'il est essentiel de comprendre encore aujourd'hui, si aujourd'hui vous découvrez Bitcoin, c'est que ça marche. Peut-être que ça vous plaît pas, peut-être que ça ne vous rend pas service, peut-être que ça heurte vos intérêts, mais ça marche. Ça remplit son rôle. C'est le côté et pour s'y mauvais, comme disait Galilée. Et avec un point culminant qui était Silk Road. Oui, c'est ça. C'est le pic de criminalité. Ça, non seulement ça a validé que c'était bel et bien une monnaie, ça a aussi validé le fait qu'elle n'était pas aussi dangereuse que ça, puisque les gus qui s'en servaient pour violer les lois ont été serrés. C'est vrai. Et du coup, ça a amené au point suivant, qui était un peu l'évolution avec les dates un peu clés. Est-ce que vous pouvez retracer, ou en tout cas, pour vous, les étapes qui ont été clés dans l'évolution de Bitcoin? Si on parle de 2009-2010, on parlait vraiment d'une poignée de personnes, potentiellement des passionnés technophiles. Grand-père de raconter sa guerre. Il va se tromper dans les années. Écoutez, moi, si je dois séquencer, effectivement, moi, j'arrive en 2014, c'est Ethereum. C'est vrai. Ça va être la première des 2 ICO auxquels je participerai, non sans trembler. Après, il va y avoir le hack d'Ethereum, et qui va créer une sorte de schisme dans les esprits entre ceux qui trouvent ça normal, ceux qui trouvent pas ça normal, ceux qui disent qu'il y a finalement que Bitcoin de sérieux, maximalistes, etc. 2015, c'est aussi l'apparition avec Madame Bitmasters de la blockchain bullshit, c'est-à-dire oublier Bitcoin, occupez-vous de la blockchain. Alors elle a dit à ses clients d'oublier Bitcoin quand il était à $250. J'espère que ses clients lui en sont reconnaissants. Mais ça a occupé beaucoup de gens. Donc toute cette époque de blockchain qui s'est répétée par des épisodes successifs de NFT, enfin il y a toujours quelque chose de plus important que de payer. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Il y a eu des pics de prix, des plus ou moins corrélés à la temporalité propre de la chaîne avec son halving. Encore que ce soit plus complexe, mais c'est pas le lieu d'en discuter que de dire tous les 4 ans ça double, puisque tous les 4 ans le reward diminue en Bitcoin.
En dollars, il se porte bien. On a assisté au niveau de la communauté à cette espèce de rythme qui fait que quand ça monte, on voit arriver beaucoup de gens, dont des pigeons, dont des requins, dont des rats. Et puis, quand ça reflue, on voit des gens, comme je l'étais moi-même en 2014, qui se disent « c'est quand même intéressant ». Alors c'est sûr, quand vous avez acheté à 1000 quelque chose qui n'en vaut plus que 500, ou pour parodier un économiste contemporain, quand vous avez acheté à 20 000 quelque chose qui n'en vaut plus que 6 000, vous avez peut-être perdu 3 fois votre mise si vous ne savez pas compter, ou les 2 tiers si vous y arrivez à faire une règle de 3. Mais il y a donc de la douleur, il y a du stress, mais pas tant que le pense la presse. Moi, j'ai été plusieurs fois contacté, et je vous prie de me croire sur parole, par des journalistes qui me demandaient si on avait eu des cas de suicide. Or, je me souviens de certains repas du Cogne, ça avait sévèrement baissé. On était à Aix-en-Provence, c'est pour vous dire si je m'en souviens. Ça avait bien baissé entre le début et la fin du repas. Quand on a regardé les téléphones, on s'est dit, bien, on aurait peut-être pu prendre le grand cru, ça ne nous aurait pas coûté plus cher. Mais la communauté se montre résiliente. Ou autre façon de dire, seuls les gens résilients ont leur place dans la communauté. J'allais justement vous poser la question, est-ce que pour vous, vous racontez certaines de ces dates de manière anecdotique, ou est-ce que certaines ont eu un impact sur votre vision de Bitcoin, votre perspective vis-à-vis de Bitcoin, qui vous ont fait changer d'avis peut-être, ou qui vous ont fait voir les choses de manière différente? Je pense que le cours lui-même exerce une influence, le cours et le temps. Ce qui en matière de Bitcoin est probablement la même chose, puisque si on regarde... si on essaye d'inscrire Bitcoin de façon mathématique dans un diagramme avec l'axe des ordonnées logarithmique, et essayer de tracer une courbe de régression logarithmique, on s'aperçoit quand même qu'il a une corrélation assez forte à sa temporalité. Le temps passe, ce qui veut dire que j'ai 10 ans de plus que quand je l'ai découvert, ce qui est une mauvaise nouvelle, mais une consolation, c'est que tous les copains aussi. Donc on a une première évolution. Et puis, les cours ont augmenté. Donc, je dis parfois, de façon un peu provocatrice, que quand vous avez 30 ans et 5 ou 10 000 euros d'argent secret, avec lequel vous pouvez oublier le percepteur, mais aussi éventuellement faire des dépenses sans le dire à votre copine, sans que le patron le sache, c'est une chose. Quand vous avez 40 ans, que vous avez 200 000 euros ou 300 000 euros, que la copine et vous avez un bébé et qu'elle vous dit on va peut-être pas passer toute notre vie dans cette masure sordide, vous commencez à avoir envie de réaliser de cash out vos bitcoins. Et à ce moment-là, un certain nombre des précautions que vous avez prises pour être le plus anonyme possible deviennent un peu un piège, parce que le banquier de bonne foi va vous dire mais ça sort d'où? Donc l'âge déplace nos enjeux, nos regards. Et encore, je ne vous ai pas dit, qu'est-ce qui se passe quand vous en avez 50, 60, 70 ? Vous commencez à vous dire, bon, c'est bien joli, elle vaudra peut-être 1 million, mais je serai mort. Alors, d'ailleurs, j'ai des enfants, j'ai pas d'enfants, j'ai une femme, j'ai une copine en plus de ma femme. Enfin, chacun est renvoyé à son espérance de vie, à son mode de vie, à ses priorités de vie. Et évidemment, l'enjeu devient important. Et il y a des gens qui ont mis dans le Bitcoin petite monnaie. D'abord, c'est raisonnable. On vous dit toujours, si j'avais su, en 2009, j'aurais mis tout mon... Ridicule. Si on était en 2009 et qu'on découvrait ça ensemble, et que vous me disiez, je vais tout mettre là-dessus, je dirais, je vais mettre 5 000 euros, puis vous allez en mettre 2 000 parce que vous êtes moins riche que moi, et puis c'est tout. Bon conseil, parce qu'avec 2 000 bitcoins, voilà. Mais personne de sérieux, et de toute façon, si vous l'aviez fait, en 2014, vous les auriez vendus à 300, 400 000 euros, en laissant entendre à votre beau-frère que vous n'aviez pas besoin de travailler comme un bœuf comme lui pour être le roi du pétrole. Je connais des tonnes de gens qui avouent avoir vendu du bitcoin à 10 000 et de l'Ethereum à 200 pour se payer telle ou telle chose. Le gars qui a acheté les pizzas pour 10 000 bitcoins, voilà, il les a revendus pour acheter un ordinateur, il aurait été très content. Donc voilà, il ne faut pas fantasmer non plus. Mais néanmoins, et surtout pour les hodlers, le gars qui a miné 50 ou 100 bitcoins, qui en a acheté 20, 30, et puis qui n'y a pas trop touché, qui n'a pas trop essayé de les faire fructifier, parce que de vous à moi,
J'en connais un qui est capable de faire fructifier 2 ou 3 autres qui ont dû s'en tirer correctement. Tous les autres que je connais, ils ont tout perdu. Ouais. Soit parce qu'ils se sont vautrés, soit parce qu'ils se sont plantés, soit parce que la plateforme a vautré, etc. Ces quelques bitcoins achetés à l'origine, ils finissent par prendre un certain poids dans votre patrimoine, et donc déplacer les questions que vous posez autour. D'où ce que je vous disais, le problème aujourd'hui, c'est vivre avec Bitcoin. Vivre avec Bitcoin. Et ça me fait penser à autre chose, parce que c'est vrai que c'est quelque chose... Enfin, moi, je sais que c'est une critique que beaucoup de personnes ont envers Bitcoin, c'est cette narrative... Souvent, enfin, c'est une réponse à la narrative qui est la suivante, qui est de dire « Oui, mais Bitcoin, vu que ça prend de la valeur, je vais le garder. » Ça ferme la boucle avec ce qu'on est en train de dire. Et du coup, la réponse à cela est la suivante, qui est de dire « Bon, bah, finalement, si personne dépense ses Bitcoins, est-ce que Bitcoin est réellement une monnaie ?» Qu'est-ce votre avis là-dessus? C'est pas seulement un avis, c'est que je suis attaqué régulièrement. Chaque mois, j'organise un repas du Bitcoin, et il y a un groupe de gens qui me demandent de dire « Est-ce qu'on pourra payer en Bitcoin ?» Parfois c'est oui, parfois c'est non. Quand c'est non, je dis écoute, c'est gentil, organise le repas toi-même. Hein. Il faut trouver un restaurant pour 40 personnes sans être sûr qu'on sera 40, sans payer d'avance, qui fasse le même prix, et tu veux qu'en plus, quand une fois sur 3 ou 4, le restaurant accepte Bitcoin, il y a 10% des convives qui payent en Bitcoin. Après, il y a plusieurs raisons pour lesquelles, à l'écran, je peux balayer ce mantra d'un revers de main un peu méprisant. Le premier, c'est que quelqu'un qui vous dit ce que vous devez faire de votre fric, ça s'appelle un banquier. Alors justement, nous, on fait qu'est-ce qu'on veut. Primo. Deuxio, votre situation n'est pas la même selon que vous êtes en train de lourder des bitcoins ou d'en accumuler. Tertio, votre situation n'est pas la même selon que vous avez des gros revenus en euros ou pas de revenus en euros. Certains n'ont que leur bitcoin pour vivre, par choix, pour tout un tas de raisons. D'autres ont de gros revenus en euros, et la mauvaise monnaie chassant la bonne, il est même plutôt logique de se défaire de ces euros pour payer sa choucroute, plutôt que, voilà. C'est Bitcoin. Donc, alors il y a les maximalistes qui vous disent non, mais tu payes en bitcoin et tu les rachètes derrière. C'est pas, je vois pas pourquoi on me dirait davantage ce que je dois faire de mes bitcoins que ce que je dois faire de mes euros. Alors il reste la question de hodler éternellement. De par notre différence d'âge, je suis bien placé pour me rendre compte que c'est un vrai problème. Moi, mon sentiment, c'est que si vous avez des revenus en euros, pour payer votre vie en euros, vous pouvez parfaitement vivre en euros. Mais je dis ça parce que j'ai affaire à un jeune homme entreprenant et talentueux de l'hémisphère nord, bancarisé, etc. Quand on écrivait La monnaie acéphale avec Adli, on est restés amis, on est toujours amis, mais on n'était pas d'accord sur tout. Et c'était l'un des charmes de l'opération. Et il m'avait dit que lui croyait à la coffee money, c'est-à-dire tout payer en... Je crois pas trop. Et alors, avec l'insolence de la jeunesse et la franchise de l'amitié, il m'avait dit « Oui, Jacques, vous dites ça parce que vous êtes vieux, vous êtes riche et vous êtes blanc. » C'est sympa, vraiment, des copains comme ça, on est content de les avoir. Mais en fait, il avait raison. Si vous êtes un jeune mec non bancarisé dans un pays où les banques n'ouvrent de toute façon pas de compte, que en plus vous êtes à 60 km à pied de la banque et que votre village est infesté de bandits qui raflent le cash, bah, vous allez avoir une vie très différente de celle d'un bourgeois blanc à Paris. Voilà. Alors, dans ces conditions, et étant entendu que le but n'est pas d'emporter les bitcoins dans la tombe, vous avez plusieurs choses. Un, les donner, en faire hériter vos descendants si vous en avez. 3, les arbitrer. Et les arbitrer, il me semble, c'est ma réponse, qu'il est logique de ne les arbitrer que contre des choses qui peuvent, à terme, croître, ou qui ont une utilité réelle. Et moi, j'en vois 3. L'immobilier, parce qu'il n'est pas raisonnable, à mon sens, de vivre sous la tente en attendant le Bitcoin. Bien sûr, peut-être que mon Bitcoin, un jour, me permettra de m'acheter le palais de Versailles. Est-ce que c'est une raison pour passer toute ma vie dans une roulotte ? Mon côté aristotélicien me fait dire qu'il y a peut-être un juste milieu entre les deux, qu'après tout, si en vendant 10 ou 20% de mes bitcoins, je peux m'acheter un 3 pièces ou un 4 pièces et y vivre décemment avec la copine et l'enfant qu'on a, c'est peut-être plus raisonnable que de vivre dans une roulotte en attendant de loger tout le monde dans la galerie des glaces. Deuxièmement, de l'or. Alors là, vaste
c'est mon côté vieux, hein, mais je trouve que... Il y a une complémentarité entre... Oui, parce que c'est pas la même chose. C'est clairement pas la... J'ai écrit un livre qui s'appelle Bitcoin Métamorphose, de l'or des fous à l'or numérique, mais c'est pas l'or. C'est un peu l'or des fous, vieille histoire pour historiens, c'est un peu de l'or numérique. On voit à chaque coup de tampon qu'ils réagissent pas exactement de la même façon. Immobilier, or et œuvre d'art. Parce qu'après tout, Bitcoin lui-même est une œuvre d'art, mathématique, conceptuelle, etc. Si vous pouvez swapper un Bitcoin contre un tableau qui vous fait plaisir, pourquoi pas, il conserve sa valeur. Encore une fois, si vous n'avez que des Bitcoins pour vendre, pour vivre, allez vous acheter vos sandwichs avec votre Bitcoin. Donc, j'ai pas de réponse. J'ai des réponses aux questions que je peux me poser moi, mais pour vous, faites ce que vous voulez. Hein. Chacun des objectifs de vie différents. Et des conditions. Et des conditions, et ça. J'aimerais bien rebondir sur l'aspect, parce qu'on parle souvent de Bitcoin comme or numérique. Mais vous le voyez différemment. Non, je le vois plutôt comme ça. Je le vois plutôt comme ça. Mais plutôt, ça ne veut pas dire que c'est la même chose. Mais ça me semble quand même beaucoup plus proche de l'or que de la monnaie du Venezuela. Probablement plus proche de l'or que de l'argent. Parce que, on parlera peut-être tout à l'heure de ma passion pour les pièces anciennes, elle vous enseigne quelque chose. Typiquement, si vous allez dans un magasin de numismatique, vous allez voir des pièces du temps de Louis XV. La pièce en or, vous pensez que c'est un faux, tellement elle est belle. Ouais, non, ça circule, on s'en sert une fois par génération, la même problématique que le Bitcoin. La pièce en argent, bon, vous voyez que c'est Louis XV, si vous voulez vraiment qu'elle soit aussi belle, il va falloir payer 30, 40, 50 fois le prix de l'argent, ce qu'on appelle la prime, parce que quant à la pièce en cuivre, on voit marqué Louis, on voit vaguement des fleurs de lys, parce qu'elle servait tous les jours. Donc les crypto-monnaies, quelque part, peut-être que Bitcoin est du côté de l'or, pendant qu'Ethereum est du côté de l'argent. Okay. En tout cas, ça donne une piste de réflexion. Et est-ce qu'il est vrai aussi de dire que Bitcoin est potentiellement bien plus que de l'or? Puisqu'il n'y a pas que cette partie réserve de valeur. Il a clairement des caractéristiques que l'or n'a pas. Voilà. Et il a la principale caractéristique qui faisait défaut et lourdement défaut à l'or, c'est sa transportabilité. Puisque la finance moderne est née sous forme de lettres de change du fait que si j'ai un sac d'or ici, chez moi à Florence, et que vous en avez un chez vous en Allemagne, entre Médicis et Fugger, on va faire une lettre de change pour que mes dettes soient réglées par etc. Parce qu'on ne peut pas raisonnablement transporter des caisses d'or, sauf dans le cadre d'une armée, mais il est extrêmement difficile et dangereux de transporter de l'or. Alors que le Bitcoin, vous pouvez passer les frontières avec vos 12 mots dans la... Ça va, franchement. Et la valeur peut être importante. Voilà. Après, par rapport à l'or, ce qui lui manque, c'est que nos grands-parents ne le connaissaient pas. Alors c'est l'historique, oui. Voilà, l'or, alors on va me dire, oui, c'est une convention, elle a son ancienneté. Bah oui, voilà. C'est que, in fine, il est très difficile, malgré les illusions et les arrogances de la jeunesse, de ne pas finir par croire, au bout d'un certain âge, ce que croyaient les anciens. Il y a une sorte d'expérience de la vie qui fait que quand la 15e crise financière, vous aurez vu l'or monter, peut-être que c'est contre vos idées, mais vous direz que... Voilà. En parlant de crise financière, est-ce que pour vous, le 2008, qui, coïncidence ou pas, enfin, entre guillemets, c'est pas une coïncidence, puisque c'est le moment où Satoshi a inscrit, enfin, en tout cas, dans le premier bloc, il a inscrit une référence à la crise financière. Est-ce que c'est un phénomène important ou / marquant pour la jeunesse de Bitcoin ou pas? Alors pour moi, déjà, c'était un épisode marquant. C'est le moment où j'ai essayé de lever un fonds. C'est le jour où vous pensez que les dieux ne vous... Voilà, que non, c'est pas... manifestement, j'allais pitcher des gens qui pensaient à autre chose et bon, c'est pas très bon souvenir. C'est aussi un souvenir d'avoir vu des gens plus riches et plus puissants que moi, qui avaient plus peur que moi. Généralement, dans l'histoire, la peur, elle est du côté des faibles, des petits, des pauvres. Un riche, bien des choses, il peut en payer la casse en continuant de dormir. Et là, il me semblait en 2008 entendre des confidences, des trouilles, qui prouvaient que tout un tas de gens dans la rue mangeaient leur sandwich sans être particulièrement inquiets, alors que y avait véritablement, ça a duré quelques jours, quelques semaines, l'idée que tout ça pouvait se vautrer.
Est-ce que Satoshi, sous le coup de l'émotion, lui aussi aurait sorti ça en 8 jours? Je ne le crois pas. Je n'est pas impossible que ça ait accéléré son désir de publier. Il a peut-être vu... Satoshi est passé à autre chose. C'est peut-être qu'il avait aussi autre chose à l'époque. Moi, j'ai toujours pensé que c'était quelqu'un qui est extrêmement cultivé. Je suis plutôt dans l'idée que c'est un homme unique, même si c'est pas un credo universellement admis. Mon ami le professeur Quisquater pense que c'est une équipe. Moi, je pense plutôt que c'est quelqu'un d'extrêmement cultivé et probablement avec des intérêts multiples. Peut-être qu'il avait ça au feu depuis 4-5 ans, comme c'est très probable, mais peut-être ça n'occupait peut-être pas tous ces jours et toutes ces nuits. Donc peut-être que la crise l'a remis en selle sur ce projet, mais peut-être aussi que là, je lui prête une façon de fonctionner qui sera la mienne. Et pour terminer un peu sur le volet, l'évolution de Bitcoin entre sa genèse et maintenant, est-ce que vous avez vu aussi une évolution en ce qui concerne le regard des médias et de la presse envers Bitcoin? Pas trop. Pas trop, parce que le second livre qu'on a écrit avec Lee et avec Benoît Huguet, qui dirigeait BitConseil à l'époque, s'appelait « Bitcoin métamorphose de l'or des fous à l'or numérique ». L'idée de base, c'était de dire, on était en 2018, Bitcoin avait 10 ans, arrêtez de faire comme les vieux quand ils viennent en famille et qui disent aux enfants alors tu t'amuses bien avec tes patins à roulettes, alors que ça fait 10 ans qu'ils ont fait les patins à roulettes à quelqu'un qui est devenu adolescent. Et qui, voilà. Donc un certain nombre des questions qu'on posait sur Bitcoin ou aux Bitcoiners concernaient l'état de Bitcoin en 2010, 2011, 2012. Il y a une façon claire de noter les choses, c'est le nombre de lignes de code. Si vous regardez le nombre de lignes de code, Bitcoin, c'est parti d'une petite chapelle et c'est une cathédrale. Au bout de 10 ans, j'avais fait le calcul avant que la cathédrale Notre-Dame de Paris ne brûle. Au bout de 10 ans, il y avait autant de lignes de code d'origine que de pierres d'origine dans la cathédrale de Paris, de l'ordre de 10%. Toutes les autres pierres avaient été changées. Celle qui va rouvrir au mois de décembre sera une nouvelle cathédrale. Voilà. Quand vous connaissez l'histoire des monuments historiques, vous apercevez qu'ils ne sont jamais aussi anciens qu'on le croit. À force de... C'est le bateau de Thésée, on change ceci, on change cela, on repeint ci, on repeint ça. Et bon, quand encore, c'est pas simplement des copies du précédent, comme le moulin de Valmy, qui doit en être à son 5e ou à son 6e avatar. Bon, Bitcoin n'est plus ce qu'il était en 2009, même tout bêtement, sans même avoir la moindre compétence de codeur, ce qui est mon cas, en nombre de lignes de code. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par rapport à tous les Mickey qui, dans les années 2014, 15, 16, débarquaient en disant « Bitcoin a un problème, alors j'ai inventé un shitcoin », à chaque fois que Bitcoin avait un problème, la communauté traitait ce problème. Soit en décidant que c'était pas un problème, soit en décidant que c'était un problème et qu'il y avait plusieurs solutions, en choisissant la solution, en implémentant. Beaucoup de gens parlent de Bitcoin sans jamais prononcer les mots Bitcoin Improvement Protocol ou Proposal. Il y a eu énormément, 200 je crois, plus de 200. Ouais. Plus de 200, alors celles qui sont proposées, celles qui sont retenues, qui font que Bitcoin a changé. Il y a eu le développement de choses comme le Lightning Network, une société française comme A5 s'est illustrée sur cette affaire. Il y a eu énormément de choses nouvelles, pas toujours très inspirantes. Je ne veux pas donner mon avis sur les NFT, les ordinals, des choses comme ça, mais l'usage dira ce qui est utile et ce qui ne l'est pas. Mais Bitcoin a énormément changé. Votre question, c'est est-ce qu'on s'en aperçoit? Nous, oui, les autres, moins. Les journalistes, j'en connais une poignée qui suivent les choses de façon remarquable, en participant, qu'on fréquente avec intérêt et qui nous fréquentent avec assiduité. Bon, il y a quelques-uns qui en sont restés à un mélange de... J'avais écrit sur mon blog comment écrire un article Bitcoin sans même savoir ce que c'est. Vous savez, vous commencez par de tout temps, l'avidité mène le monde, rien de nouveau. J'ai écrit un livre sur la tulipe, vous vous dites, c'est comme la crise de la tulipe. Et vous concluez en disant que rien de nouveau sous le soleil, et vous avez fait votre article. Et beaucoup, surtout dans les médias qui n'ont pas justifié, écran, etc., ça n'a pas... Tout au plus, j'observe qu'ils n'osent plus dire que ça va se casser la gueule. Vous n'aurez plus, à ma connaissance, de François Langlais pour dire c'est une folie complète ce truc, ou de gens pour dire ça vaudra rien. Parce que je ne veux pas faire le prophète, mais je me suis longtemps accroché à la prédiction de M. Césarès, le patron de Zapo, une chance sur 2 que ça vaut 1 million, une chance sur 5 que ça vaille 0. Je pense que le risque que ça aille à 0,
décroît quand même avec le temps. Ça ne veut pas dire que je crois aux millions, mais je pense quand même que le nombre... Alors, on continue à compter, vous savez, le nombre d'inhumations de Bitcoin. On est à plus de 400, on doit être à 450 ou à 500 maintenant. Mais cette tendance-là décroît un peu. Ouais, je suis d'accord. Il y a une autre proposition, enfin, il y a une des propositions de valeur de Bitcoin et on en faisait allusion au tout début en parlant que si ça marche pour les criminels, c'est que ça marche pour tout le monde, etc. C'est la résistance à la censure. Est-ce que vous pouvez expliquer comment Bitcoin résiste à la censure ou alors pourquoi c'est important? Alors, c'est difficile parce que tout le monde n'aura pas la même position politique sur la nature de cette censure. Tout le monde n'aura pas les mêmes bitcoins. Il y a des bitcoins blancs et des bitcoins noirs. De même que les billets de 500, hein, il y en a qui sont aussi fiables et d'autres qui le sont moins. Selon les pays, c'est pas la même chose. Il y a la conjonction de deux choses, je dirais. La première, c'est que clairement, tous les pays qui ont interdit Bitcoin l'ont vu surcoté. Ce qui est un peu rageant. La seconde, c'est qu'il y a quand même un checkpoint entre le monde des monnaies numériques autonomes, communautaires, et le monde fiat, et qu'à ce niveau-là, ma foi, c'est pas pire and biteux. Hein. Donc, la résistance à la censure, oui, rien ne peut m'empêcher, si j'ai un unhosted wallet, d'envoyer du fric au Hamas. Like it or not. Rien ne peut m'en empêcher. Après, peut-être que quand ça sera découvert, on viendra me demander comment je choisis mes amis. Peut-être que si je fais escale dans les territoires des colonies insurgentes d'Amérique du Nord, on me chopera, alors FBI me chopera, etc. Mais sur le moment, rien ne peut m'en empêcher. Est-ce que c'est avisé de le faire? C'est une autre affaire. Le problème, c'est si vous servez de Bitcoin pour vivre entre Bitcoiners, c'est extrêmement résilient à la censure. Si vous en servez pour spéculer et que au moindre coup de tampon vous voulez revenir en cash, vous avez intérêt aussi. Quand j'étais plus jeune, on pouvait faire des excès de vitesse en Belgique quand on était en plaque française ou en France quand on était en plaque belge. Comme vous le savez, c'est fini. Impossible. Voilà. Ce mouvement affecte aussi le pays imaginaire qu'on appelle la Bitcoinie. C'est qu'il y a quand même des choses à ne pas faire. Tout dépend de ce que vous appelez la résistance à la censure. Ok. Mais après, il n'y a pas que ça. C'est en fait le problème de la plupart des gens n'est pas de résister ou pas à la censure, c'est de vivre avec un minimum de privacy. Il y a un peu la deuxième facette qui est pour moi, ou alors ça c'était un sous-sujet d'un plus gros sujet qui est ce qu'on beaucoup de gens autour de Bitcoin appellent la souveraineté financière. Pour vous, pourquoi c'est important? Est-ce que c'est important? Et à quel niveau de degré? Alors plutôt, c'est peut-être ça la question. Quel niveau de degré c'est important d'avoir une souveraineté financière et quel rôle Bitcoin joue là-dedans? C'est toujours la même chose. Qu'est-ce qu'on appelle la souveraineté financière? Je vais vous répondre, je ne contracte pas comme l'autre. J'ai une forme d'indépendance financière qui fait par exemple que je peux dépenser mon argent pour faire ce que je veux. Il est clair que quand mon argent est en banque, il est non seulement en risque, parce qu'au-delà de 100 000 euros, il y aura un problème, et que si tout pète, à mon avis, ceux qui se promèneront dans la rue en disant « on m'a volé mes 100 000 euros », les autres seront en train de manger dans les poubelles, donc vous ne pourrez même pas vous plaindre. Mais on va vous demander, quand vous faites un retrait de 1 500 euros, c'est pour quoi faire, etc. C'est un peu agaçant, c'est surtout terriblement inutile, puisque on juge un arbre à ses fruits. Je veux dire, il circule beaucoup plus de blanches et même de cigarettes de contrebande aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Donc ça prouve que c'est un immense dispositif de bullshit job de contrôle social et probablement de façon de rémunérer, de façon distinguée des cadres qui sinon seraient des chômeurs, parce qu'ils n'apportent rien. Honnêtement, les compliance officers, s'ils se mettaient en grève, ce serait quand même pas aussi gênant que si c'était les boulangers. Bon, c'est frustrant. Mais en dessous même de cette liberté est frustrante aussi le fait que, normalement, à partir du vendredi 13h, vous n'avez plus la main sur votre pognon avant le mardi 12h. Non pas que ce soit contre les idées des banques, mais parce qu'ils sont fermés, ça ne fonctionne pas, etc. Donc oui, Bitcoin apporte quelque chose. Après, la souveraineté financière, c'est aussi le fait que j'ordonne mon épargne comme je le souhaite. Mais encore une fois, il
il faut pas non plus extrapoler. Si à un moment ou à un autre de votre raisonnement, vous repassez par la case banque, vous ne pouvez pas sortir de l'autoroute avant le péage, revenir après, etc. C'est-à-dire que beaucoup de gens qui parlent de souveraineté financière, je ne sais pas très bien ce qu'ils ont je ne vois pas très bien. Est-ce que vraiment ils retirent tout leur argent? Même j'ai des amis qui en parlent. Je ne vais pas aller leur poser des questions parce que, encore une fois, ce n'est pas ma philosophie. Il est clair que avoir du Bitcoin augmente votre indépendance et votre liberté. Après, la souveraineté de l'individu, la souveraineté financière de l'individu, je n'y crois pas parce que je ne crois pas à la souveraineté de l'individu. La souveraineté des États, je pense que Bitcoin est une forme de souveraineté. Ça, pour le coup, par rapport au truc qu'on prend dans les dents régulièrement, seuls les États font de la monnaie. Or, Bitcoin n'est pas fait par un État, donc Bitcoin n'est pas une monnaie. Je réponds, seuls les États font de la monnaie. Or, Bitcoin est une monnaie, donc Bitcoin est l'émergence d'une forme de souveraineté nouvelle dans un espace nouveau. Mais cette souveraineté, pour moi, elle est dans l'algorithme. Elle est peut-être dans la communauté. Elle n'est pas dans Jacques. Sûrement pas. Je vois pas pourquoi je serais plus souverain avec mes bitcoins que je ne suis souverain dans la rue. Il y a des lois, d'ailleurs. Si j'étais souverain avec Bitcoin, j'en créerais un 22 millionième pour moi. Enfin, c'est pas... Je pense que c'est des questions assez mal posées, en fait. Ok. Est-ce que la partie importante de Bitcoin, enfin moi, je sais que, par exemple, parce que les gens s'intéressent à Bitcoin pour différentes raisons. On le disait tout à l'heure, que je sois français dans un pays développé. Enfin, donc, par exemple, moi, français, je vais m'y intéresser plus par rapport à la proportion de valeur de Bitcoin sur l'épargne et sur le fait que je peux protéger mon épargne, qu'il y a une politique monétaire qui est prévisible, désinflationniste, qui est fixe, etc. Versus quelqu'un qui est dans un pays où il y a des restrictions strictes sur les flux monétaires et donc pour laquelle l'aspect je peux envoyer de l'argent à n'importe qui à n'importe quel moment sans intermédiaire. Et infiniment plus précieux, bien sûr. Et plus précieux. Je voulais parler un tout petit peu plus de la partie épargne et comment Bitcoin redéfinit un peu le sens même de l'épargne. Est-ce que vous avez des commentaires là-dessus? Pourquoi est-ce que c'est important qu'il n'y ait que 21 millions de Bitcoin? C'est un or plus rare que l'or, désormais plus rare et plus coûteux à extraire que l'or. Dans ces conditions, pour l'historien, il a les avantages et les inconvénients de l'or. Inconvénient, je vais me faire très mal voir, il a tendance à s'accumuler chez les riches. C'est quelque chose qu'on a vu sur l'or? Oui, c'est quelque chose qu'on voit au Moyen-Âge, qu'on voit dans les économies purement métalliques, c'est que la mauvaise monnaie chassant la bonne, il y a un moment où plus personne ne voit la bonne. Ce pourquoi les rois... accumuler de l'or. Non, créent aussi des impôts à certains moments pour redistribuer, pour forcer les gens à sortir l'or dont ils ont tellement peu besoin qu'ils en ont fait des calices, des ciboires, des robes, vous voyez à Paris des tables en argent, des chaises en argent, etc. Pendant que les gens n'ont pas à l'extérieur les moyens de... Donc, l'une des spécificités de Bitcoin, et alors curieusement, j'observe une sorte de consensus pour ne pas en parler, donc je vais le faire, c'est qu'il n'a pas de fiscalité propre. Il a une fiscalité, si vous respectez les lois de votre pays. Il n'y a pas de prélèvement à la source. Il n'y a pas de... Non, ce que je veux dire, le mot sou vient du latin solidus, qui est le nom d'une monnaie, que César aimait. César donne des solidus à ses soldats, qui sont soldés, qui ensuite vont sur le marché où ils dépensent leurs solidus, et à l'autre bout du marché, il y a le percepteur qui récupère une partie des solidus. Vous comprenez? Il y a une boucle. Inutile de vous dire que cette boucle, elle peut finir par occuper une importance stratégique dans une économie comme la française où le prélèvement sur le PIB est supérieur à 50%. Ce que vous pouvez accepter au nom de l'État-providence ou dénoncer comme une entrave à votre liberté, quoi qu'il en soit, ça existe. Bitcoin peut y être astreint, par exemple au niveau de la plus-value, ou au niveau du recyclage, ou au niveau de la dépense, mais l'économie de Bitcoin en elle-même n'a pas sauf marginalement au profit des mineurs, mais même avec les fees, qui sont appelés à croître
dans le temps. Ouais. En due proportion de ce que le reward de minage décroîtra, ça fait pas un très gros fonctionnement de veine et d'aorte avec un... Ça faisait partie du projet, hein. C'est une monnaie acéphale, mais en l'occurrence, elle manque aussi de cœur. Et ça, je ne sais pas si je le verrai de mon vivant. Je pense que c'est l'une des spécificités fortes dont on a décidé de ne pas parler, alors que moi, je pense qu'elle pourrait un jour poser problème. Donc, ça me ramène à l'idée que ce soit de l'or. Normalement, jusqu'en 1914, c'est plutôt les riches qui ont de l'or que les pauvres. Donc, c'est une monnaie de riches. On en revient à ce que je vous disais. Il y a l'or, il y a l'argent, il y a le bronze. Alors, dans ma pensée, Bitcoin est de l'ordre de l'or parce qu'il n'est pas très raisonnable de dépenser Bitcoin pour aller au restaurant, même avec des protocoles comme le Lightning, etc. C'est peut-être une réserve de valeur à laquelle peuvent être pégées d'autres monnaies. Alors maintenant, on en parle moins des sidechains. C'était quelque chose dont on parlait plus vers 2014-2015. On parle plus de Layer 2. Je pense pas que si Bitcoin a toutes les qualités qu'on lui prête et qu'il rapproche de l'or, il puisse en même temps servir à payer le restaurant. Mais je peux me tromper. C'est mon... Et pour vous, si on... peut-être en comparaison à l'histoire de d'autres monnaies ou pas, mais si on regarde l'histoire de Bitcoin, pour vous, où est-ce qu'on se situe? Est-ce que Bitcoin est là où il devrait être, ou est-ce qu'il y a encore un chemin à parcourir? Est-ce que Bitcoin doit évoluer ou pas? Écoutez, quand on regarde les courbes, il semble être exactement là où il devrait être. Oui, maintenant, c'est une aventure humaine. Il y a les courbes, je parlais des courbes de cours, il y a ceux qui le superposent aux courbes d'adoption du téléphone, Internet, du moulin à légumes, d'Internet, etc. C'est plus ou moins convaincant. C'est plus ou moins convaincant. Là aussi, il semble être, avec les marges d'erreur usuelles, plus ou moins là où il devrait être. C'est ce que je vous disais sur son côté pour si mauvais. Vous pouvez l'aimer ou pas l'aimer, il avance son petit bonhomme de chemin. On ne choisit pas. Et alors, question comme ça qui me vient en tête, mais on parle souvent de est-ce que Bitcoin est une monnaie? Il y a une réponse à ça ou pas? Écoutez, c'est un peu une monnaie en devenir. Oui, monnaie. Alors, avec Adli, dans la monnaie acéphale, on avait choisi de dire métamonnaie. C'est-à-dire que c'est une monnaie et plus, et au-delà. Pour un monde qu'on imaginait devoir changer. On le voit changer, je ne suis pas sûr que ce soit toujours dans le sens qu'on aurait pu espérer. Difficile de se placer dans 20 ans, 30 ans, 40 ans. Est-ce qu'il existera dans une communauté qui représentera 20-30% de la population? Est-ce qu'il sera simplement un gage numérique de type Fornox au profit de tout un tas de petites économies numériques? Est-ce qu'il servira massivement d'instrument de dédollarisation? Est-ce qu'il aura servi de modèle aux monnaies numériques de banque centrale qui auront gagné sous le coup de pression? J'y crois pas beaucoup, parce que pour le moment, tout ce que je vois, c'est le nombre de mois de salaire qu'ils auront consommé à en être à peu près au niveau de la page 3 du white paper de 2008. Donc je pense que la menace de ce côté-là est faible. Je le dis en toute amitié pour les gens que je connais qui travaillent dans les banques centrales, ça ne me paraît pas être une productivité époustouflante. Voilà, il y a plusieurs scénarios qu'on peut penser. Vous avez commencé en disant que j'étais historien, vous savez que les historiens ne prédisent pas le futur. C'est pas déontologique, ils n'ont pas le droit. Ok. En parlant de vous, je voulais terminer avec quelques questions un peu plus personnelles, entre guillemets. On a parlé de vos débuts avec Bitcoin, mais pourquoi toujours s'intéresser à Bitcoin? Alors c'est la question qu'on peut me poser parfois. Tu en es toujours là, ça t'intéresse toujours, etc. Alors, les gens sont gênés parce que s'étant amicalement moqué de moi quand ça valait 600-700 €, plus ou moins ceux qui me connaissent et qui savent qu'il y a chez moi un certain éclectisme de l'intérêt, sur le ton, ce pauvre Jacques va toujours se mettre dans des affaires invraisemblables. Après m'avoir dit vers 2017-2018, au fait, ton truc, on en achète comment? Ils sont parfois gênés en 2024 pour me dire ça t'intéresse toujours, alors qu'il suffit de regarder les chiffres pour se dire que oui, normalement, j'ai pas dû souffrir de l'aventure. Mais j'ai quand même des amis qui me le posent parce que je suis quelqu'un, j'ai parlé de l'éclectisme de mes intérêts, beaucoup de choses m'intéressent.
J'ai écrit sur Tintin, je m'intéresse à l'histoire, j'ai moi aussi le petit garçon qui est resté vivant en moi, j'aime bien Jacques Brel, j'aime bien Napoléon, j'aime bien lire des livres sur la religion chrétienne ou la religion musulmane ou la religion bouddhiste. J'essaye la philosophie, je suis pas très doué pour ça. J'aime bien me tenir au courant de la physique, même si je pense que je comprends 5% de ce que je lis. Donc j'ai des intérêts. Et néanmoins, Bitcoin n'a jamais... j'ai pas fermé... il y a des choses dans la vie qui m'ont intéressé un temps, qui ont marqué un temps de ma construction intellectuelle, qui m'ont apporté une nourriture, et puis ça va, ça suffit, j'ai compris. C'est pas le cas avec Bitcoin. Au contraire, je pense qu'il y a plusieurs types de réactions. Il y a les gens qui ne pensent qu'à ça. Les maximalistes qui vivent Bitcoin, pensent Bitcoin, s'agitent Bitcoin, etc. Je trouve qu'au bout d'un certain temps, la réflexion tourne pas court, mais tourne un peu en rond, manque de carburant. Donc moi, je pense toujours à Bitcoin, mais en lisant autre chose. C'est-à-dire que j'ai presque toujours, en lisant dans d'autres domaines, et parfois en rencontrant des gens qui me parlent de toute autre chose, un petit déclic de me dire, ça m'apporte une idée, ça m'apporte une question. Et si vous allez voir mon blog, La Voix du Bitcoin, vous verrez que ça fonctionne comme ça, d'ailleurs, depuis le début. Il y a si on prend simplement, si on faisait la table des matières, on se dirait, ce type est fou, il met n'importe quoi, enfin, on dirait vraiment la bibliothèque d'un vieux fou mise sur le trottoir par ses héritiers. Et en fait, chacune des choses dont je parle, depuis des aventures justement sur l'or des fous au XVe siècle, en passant par des écritures secrètes, en lisant des comptes rendus d'articles scientifiques, chacune de ces choses m'a apporté quelque chose pour mieux comprendre Bitcoin, et inversement, des mécanismes intellectuels que j'ai développés au contact de Bitcoin me font réagir différemment à beaucoup de choses, depuis la lecture du journal jusqu'à la lecture de livres sérieux. Ce que j'allais dire, mais finalement tout est lié. Oui, mais beaucoup de gens font cette remarque qu'en s'intéressant à Bitcoin, ils découvrent la monnaie. Parce qu'elle est un peu comme l'oxygène, qu'on ne voit pas. C'est un lieu commun de dire que même dans les études d'économie, on ne vous en parle pas. C'est un peu un tabou parce que c'est censé être un voile neutre. Voilà. Donc en découvrant Bitcoin, on découvre certaines choses. Et ces choses-là, on ne peut pas les dédécouvrir après. Donc elles vont demeurer et on va continuer d'avoir la sensibilité affinée sur un certain nombre de questions. Okay. Donc non, il n'y a pas de moment où je cesserai de m'intéresser à Bitcoin ou d'y penser, ou de construire ma réflexion sur Bitcoin. Ça ne m'empêche pas de lire un livre sur 2 ou sur 3 sans rapport apparent avec l'or numérique. On en parlait plutôt que vous avez aussi, que vous animez, entre guillemets, enfin en tout cas vous avez créé l'association Le Cercle du Coin, ou du Coin. Vous dites Le Cercle du Coin ou du Coin? Petite question, petite parenthèse. Moi j'ai tendance à dire coin parce que c'est un mot français. Hein. Quand une monnaie est impeccable, on dit qu'elle est fleur de coin. Okay. Le coin, c'est pas la monnaie, c'est l'instrument avec lequel vous pressez le flanc de la monnaie pour en faire un jeton. Et donc, en anglais aussi d'ailleurs, coin, ils le savent quand vous regardez les dictionnaires anglais, que coin en fait ne devrait pas désigner la pièce de monnaie, mais plutôt le coin avec lequel vous frappez la dite monnaie. Ah ouais, j'apprends quelque chose. Hein. Donc après on dit les repas, j'ai tendance à dire les repas du coin, hein, le cercle du coin peut-être, je sais pas. Je crois que c'est peut-être ça, le cercle du coin et les repas du coin. Mais c'est le même mot. Hein, c'est le même mot. Ok, mais j'allais vous poser une question sur donc les repas du coin ou du coin, peu importe. Pourquoi vous les organisez? Et pour vous, aussi, la question que je me posais, c'est pourquoi c'est important? Est-ce que la communauté apporte quelque chose à Bitcoin? Ou finalement, la communauté ne tire que quelque chose de Bitcoin? Alors d'abord, un repas du coin maintenant, en province, ça va être 20 personnes, à Paris, ça va être 40-45 personnes. On est par table de 6 ou de 8, donc j'anime l'une de ces tables. Après, je demande à des copains qui animaient les autres tables de quoi est-ce que vous avez parlé. Il y a toujours quelqu'un pour me dire, à notre table, on n'a pas parlé de Bitcoin. Et c'est très bien, ils se connaissent, ils ont d'autres choses. Encore une fois, on ne force pas Bitcoin. Voilà, on ne force pas Bitcoin. Il y a des tables où on va en parler, ou au contraire de façon extrêmement tendue, parce qu'il y a tel problème qui se pose, etc. L'idée de base à laquelle je veille, c'est qu'il y ait toujours des gens nouveaux, que vous ne soyez pas assis 3 fois avec la même personne. Parfois,
Je le fais parce que j'ai des ratés. Après, est-ce que Bitcoin apporte à cette communauté? Certainement. D'ailleurs, sans Bitcoin, dont je suis le médiateur, ils ne se seraient pas rencontrés, forcément. Pas tous, en tout cas, pas tous. Est-ce que chacun Il y a des gens qui me disent merci, c'était sympa, mais dont je sens bien qu'ils n'ont pas de vocation à revenir, surtout s'ils sont dans des provinces où nous-mêmes n'avons pas forcément vocation à retourner avant 2 ou 3 ans. Et puis, j'ai parfois des messages, d'abord fort gentils, et de gens qui me disent que ça leur a apporté le plaisir qu'ils auraient de revenir. Mais encore une fois, c'est comme ce que je disais sur la cuillère pour bébé. S'il ne veut pas manger sa purée, il aura faim demain, et puis c'est tout. Justement, vous parliez de la numismatique, c'est ça? Déjà, est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est? Peut-être pas tout le monde sait. Du numismat, c'est le fait d'étudier, et puis souvent d'acquérir et de collectionner des pièces de monnaies anciennes. Okay. Et moi, je suis notoirement réticent devant l'économie. Alors après, on va dire Favier n'aime pas l'économie autrichienne. En fait, c'est pas tellement moins l'autrichienne que les autres. Je pense qu'il y a souvent un esprit de système qui vous dit comment vous devez épargner, pourquoi vous épargnez, le taux de votre... etc. Et j'ai toujours le sentiment qu'on parle de moi comme sans me connaître. Bon. Quand vous regardez les découvertes de trésors monétaires, vous apprenez des choses concrètes qui parfois vous stupéfient. Vous découvrez des monnaies romaines dans une tombe en Chine. Vous n'avez pas un raisonnement économique sur le commerce international, mais enfin, de facto, tout d'un coup, on ouvre la cassette et on trouve des monnaies qui ne devraient pas être là, des monnaies beaucoup plus anciennes que prévu. On voit aussi des mécanismes d'échange. J'en parlais récemment dans une conférence. Vous avez, au Moyen-Âge, des monnaies qui ont l'air d'être arabo-musulmanes, sauf qu'elles sont émises par des princes chrétiens, et des monnaies qui ont l'air d'être byzantines, sauf qu'elles sont émises par des émirs. Ça veut dire quoi? C'est des mécanismes de captation. Moi aussi, puissance émergente, moi, le nouvel émir musulman sorti de mon subcontinent à chameau, maintenant, j'ai accès à la mer Méditerranée, j'ai accès à l'or, etc. Je fais des monnaies à mon nom. Enfin, pour qu'elles soient acceptables, je leur donne un peu la tronche qu'ont les monnaies du Basileus de Constantinople. Et parfois, c'est drôle, c'est des imitations, c'est à la limite de la contrebande. Et puis, vous apercevez qu'au XIIIe siècle, l'or musulman a pris une légitimité telle que les rois normands de Sicile, dont la légitimité est moindre, font des pièces d'or avec écrit en arabe « Rogerius Malik Sikouliae ». Comment ça, Malik Sikouliae? Donc, on découvre des choses réelles et qui ont vraiment existé, qui ne sont pas des théories sur les pièces. Après, on dit l'or sert à ceci. T'as vu la taille de la pièce? Ça sert à rien du tout. Ça sert que à théoriser, ou à faire joli, ou pire, à dire, moi, le roi, j'ai émis des pièces. Saint-Louis, par exemple, va émettre, après des siècles d'abandon du monnayage d'or, Saint-Louis découvre que les cités italiennes, prospères, se sont mis à battre de l'or. Battre de l'or comme les empereurs, c'est-à-dire comme le Basileus de Constantinople. Ça ne plaît pas du tout à Saint-Louis. Alors il décide de battre de l'or. Ben oui, sauf que les cités italiennes, elles ont un solde de créditeurs sur les places comme Alexandrie. À Alexandrie, on a trop d'or, on manque d'argent. Tous ceux qui ont des lignes commerciales sur Alexandrie ont de l'or. Saint-Louis l'a pas. Il est obligé. Donc ça va durer quelques années avant de dire on peut pas. C'est une façon d'approcher les réalités sur la circulation monétaire qui est obstinément concrète. Et de même que je pense qu'on ne peut comprendre Bitcoin qu'avec les doigts, c'est bien de lire des livres, mais à la limite, si vous vous abstenez de lire les livres, y compris le mien, et que vous êtes capable de tout faire avec vos 10 doigts, vous êtes plus malin que moi. Et la numismatique, c'est quand même regarder les échanges d'autrefois, non pas dans les traités d'Oresme. Il faut lire Oresme, c'est l'un des plus grands théoriciens, moine du XIVe siècle, qui est un théoricien remarquable de la monnaie. Tout le monde tire sur le frac d'Oresme pour dire il était autrichien, non, il était libéral, non, il était ce type géant. Mais c'est bien aussi de regarder ce qu'il en est, les restes d'eux. Et du coup, la numismatique a influencé votre vision de Bitcoin ou pas? Oui, un peu. Parce que, au départ, ça paraît absurde de se dire que cette monnaie, il n'y a pas de numismatique possible en Bitcoin. Et en fait, souvent, aujourd'hui, les États vont faire ce qu'on appelle des émissions numismatiques. Par exemple, on fait des pièces en argent, vous savez, pour tel ou commémorer tel ou tel. Qu'est-ce que c'est qu'une émission numismatique? C'est quand elle est
en quantité limitée et accroché à un événement. Et clairement, c'est une façon de dire, ça n'est pas fait pour circuler, c'est un souvenir. Et en fait, on s'était amusé au Cercle du Coin à faire ça en 2017. On avait fait un événement à l'École Normale Supérieure, avec un concert, avec une photo de groupe, etc. On avait zippé le tout, haché le tout, inscrit le tout dans une transaction avec 300 outputs. Et chaque participant était reparti avec un petit paper wallet avec un bout, à l'époque je crois que c'était l'équivalent de 50 centimes, aujourd'hui ça doit faire un peu beaucoup plus, d'un truc que vous pouvez tout retrouver. Et en fait, voilà, il y a un côté de traçabilité qui permet une étude concrète de la monnaie. Quand on vous dit le roi de France, à partir du traité de Compiègne, bat tant de francs, combien il en a battu, où est-ce qu'ils sont, il y en a qui ont été perdus, il y en a qui ont été fondus. Les monnaies qui ont été fondues, les numismates ne les reverront jamais. Quand le roi de France en 1640 décide de changer son monnayage, de le mettre à la taille et à la loi et au diamètre des pièces espagnoles, vous allez me dire, il baisse le froc devant l'espagnol. Pas du tout. Il regarde avec lucidité le fait que les Espagnols ont plus d'or que lui, à cause de l'Amérique du Sud, mais que comme c'est lui qui a une balance commerciale excédentaire, tout l'or espagnol vient en France. Il le prend, ils le font, et il crée de facto une union monétaire un peu vampiresque à son profit. Mais les pièces espagnoles, vous ne les retrouverez pas, elles ont été fondues. Bitcoin permet ce genre de suivi dans l'histoire. Ok, j'ai une dernière question, alors qui n'a pas forcément lien avec Bitcoin et un peu personnel, mais je sais qu'en off on discutait et que vous êtes attaché à tout ce qui est précision linguistique. Ah. Pourquoi ? D'abord pour le plaisir mauvais d'exercer ma malice contre les autres. Non, c'est vrai que j'ai tendance à... Alors, on tape tous trop vite sur X, je fais des fautes de frappe et parfois, pour être honnête, des distractions orthographiques. Et que... Je pense que ça prouve qu'on écrit comme on parle trop vite. Vous dites quelque chose, il y a un gars qui vous répond une insolence, c'est son droit, mais en plus avec une faute de français, une faute de frappe. Bah, on a envie de dire, écoute... Après, il y a autre chose. Là aussi, on se disputait avec Adli, qui a fait de la linguistique, lui, et qui est sur une ligne un peu laxiste, du genre la langue vit, on l'adapte. L'adapter, oui, la saloper, c'est pas la même chose. Dans un monde où code is law, dans un monde où si vous ratez un point-virgule, le truc vous dit erreur syntaxe, comment tant de gens qui sont attachés à cet orthocodage peuvent-ils décider que l'orthographe est quelque chose, ou la correction syntaxique, est quelque chose de négligeable, au nom sans doute d'une lecture, enfin, d'un biberonnage avec du sous-Bourdieu, qui est de dire l'orthographe est un truc de bourgeois. Bon, si vous achetez du bitcoin pour vous enrichir, vous finirez bien par être bourgeois vous-même. Je pense qu'on a tous intérêt à une forme de correction, et la correction, c'est la correction dans notre façon d'écrire, dans notre façon de lire, dans notre façon de penser, dans notre façon de nous adresser aux autres, dans notre façon de nous comporter avec les autres, en particulier avec les plus faibles, les plus âgés, etc. Donc c'est vrai que d'une manière générale, il y a chez moi un souci de correction. Après, je pense que c'est une hygiène qu'on peut tous s'infliger et qu'il n'y a pas de mal à se relire. Il y a rarement intérêt à appuyer sur envoyer avant de s'être relu. Ça me rappelle une expression, quand j'étais plus petit, il faut tourner sa langue cette fois. Oui. Avant de parler, Il y a ça, et alors c'est l'une des choses qui font que malgré tout, la publication de livres reste supérieure à... Le PDF, on se dit toujours, on peut le corriger. Moyennant quoi, ils sont quand même truffés de... Au moment d'écrire sur un bouquin bon à tirer et de signer, là, quand même vous avez quelque chose en vous. Vous dites, non, mais une fois que je vais avoir signé ça, voilà. Après, c'est souvent une taquinerie entre amis. Je comprends. Ok, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup. On arrive à la fin de cet épisode de Comprendre Bitcoin. Un grand merci à vous, Jacques.
pour votre temps et pour avoir partagé votre parcours, votre histoire, votre expérience. Pour ceux qui nous regardent et ceux qui nous suivent, merci aussi de continuer à regarder les vidéos ou à nous écouter en podcast pour ceux qui le font sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à laisser un commentaire, on lit tous les commentaires. Dites-nous ce qui vous a plu, si vous voulez voir d'autres épisodes, quels sujets vous aimeriez qu'on traite, les invités que vous aimeriez qu'on reçoit. Et nous, c'est un plaisir de vous lire. Et sur ce, merci encore et je vous dis à bientôt.